Eh bien bonjour, ça fait déjà bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. L'énergie sera toujours la question et le temps aussi sera la question. On est toujours dans l'atome, en ce qui me concerne. J'ai pas quitté le sujet. C'est vrai que c'est plus tellement au centre de mes préoccupations non plus. Je vous parlerai pas des 2 ans qui sont passés comme une flèche et qui ont été occupés par des problématiques. Le sujet là qui me fait reprendre la vidéo, c'est toujours l'atome, mais en quoi l'atome est proche de l'énergie et proche de la vibration. Il y a beaucoup de personnes qui pensent en termes d'énergie, en termes de vibration. C'est une bonne chose, évidemment, mais c'est comment... l'atome est ce qui est la porte, enfin, l'archétype de l'atome, parce qu'en fait, on ne va pas dire que c'est l'atome qui est la porte, c'est son archétype. C'est son archétype parce que l'archétype permet de se faire une représentation du réel, parce que le réel en lui-même est presque impossible à observer et à décrire. Donc la seule chose que l'on puisse pour le moment appréhender, c'est tout ce qui entoure le réel dans sa manifestation, dans la réalité. D'où il vient, ça on peut pas trop atteindre ça. Le réel, on ne sait pas d'où il vient. C'est nous qui venons du réel, donc c'est déjà pas mal de savoir ça. De savoir qu'on se trouve à l'extérieur, sur la périphérie du réel, et que le réel est au centre de tout. C'est-à-dire que l'origine de l'univers peut être observée dans tous les points de l'espace. Donc ça, c'est déjà une abstraction, pourtant c'est très concret. C'est déjà une concrétude absolue. Le début de l'univers est observable dans tous les points de l'espace. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause pour le moment. Il y aurait quoi, Matt Groening peut-être pour l'expliquer dans Futurama. Peut-être c'est déjà été fait parce que Matt Groening est visionnaire, bien sûr. Donc, on peut faire des expériences de conscience pour nous les transcrire de manière un peu humoristique, ce qu'il fait souvent dans Futurama. Donc l'atome, c'est pour s'adresser à des personnes qui... Enfin, cette vidéo est pour s'adresser à des personnes qui ne voient pas l'intérêt de l'atome et qui n'arrivent pas vraiment... Alors ça, moi j'ai du mal à le comprendre évidemment. Parce que moi je pense en termes d'atomes, quoi, tout le temps. Donc même si ça fait pas le tout de la vie, évidemment. En quoi est-ce que moi, humain, je suis concernée par l'atome? En quoi, enfin, est-ce que c'est important si on est en train de s'éveiller? Est-ce que la vibration ne suffit pas? Est-ce que l'énergie ne suffit pas? C'est-à-dire, est-ce que ces notions d'énergie et de vibration ne suffisent pas? Elles peuvent suffire à toute une vie, sans doute, parce que c'est déjà bien d'observer tout ça. Mais on reste dans le champ de l'observation des phénomènes, c'est-à-dire et de leurs conséquences. C'est-à-dire que les vibrations et l'énergie que l'on observe dans les vibrations, si c'est l'énergie qui est mesurable, c'est le résultat de l'atome. Donc la vibration et l'énergie mesurable sont le résultat de l'atome. L'atome est à l'origine de manière archétypale, parce qu'en fait, il y a plus petit que l'atome, il y a des tas de particules dans l'atome qui sont plus petites que l'atome. Mais l'avantage de l'atome, c'est de s'organiser une géométrie de l'espace ou de l'espace-temps qui puisse faire comprendre ce qu'est le réel par rapport à la réalité, ou par rapport aux réalités, parce qu'on parle du multivers maintenant, donc il y aurait aussi des réalités, pas seulement une seule réalité, c'est-à-dire pas une seule manifestation du réel, mais bien plusieurs. Bon, ça reste à prouver évidemment, ça reste encore en état de théorie. Bon, c'est pas tellement le sujet, parce que ce qui intéresse un chercheur, c'est de retrouver la paix,
Et comment est-ce qu'on peut retrouver la paix? Eh bien, on peut la retrouver dans un espace assez vide qui est rempli de tous les potentiels et qui, semblerait-il, est le réel. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Ce ne peut être encore qu'une représentation qui ne serait que la manifestation encore de ce qu'est le réel. Parce que, bon, c'est à l'infini, quoi. Peut-être qu'on observe un vide fractal qui n'est lui-même qu'une infime partie de toutes les matières qui sont issues d'un vide encore plus petit. Vous avez cette notion dans le dernier Ant-Man où Michel Pfeiffer apparaît pour la première fois en mouvement et non pas en photo. Je me souviens plus du titre exactement de ce Ant-Man, mais enfin bon, c'est celui où il y a Michel Pfeiffer qui bouge et qui parle. Donc qui revient d'un espace-temps différent de celui que connaissent les protagonismes d'Ant-Man et que nous sommes censés connaître, quoi. Notre espace-temps à nous. Donc c'est un film c'est un film qui peut expliquer, qui peut aider beaucoup à comprendre. Le premier Ant-Man serait plus utile pour comprendre comment dire, toutes les bases de la géométrie et de ce qui peut se passer dans un atome, quoi. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien dire que l'atome, c'est juste un archétype. Parce que ça peut toujours être plus petit, quoi. Toujours plus petit, toujours plus petit. Et bon, à un moment, il faut s'arrêter et puis il faut observer quelque chose, quoi. Et puis dire, voilà, telles sont les articulations et telles sont les implications que cette articulation, que ce squelette va pouvoir dessiner comme corps, quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour qu'il soit utile dans notre vie. Donc, en quoi c'est utile de s'intéresser à l'atome? Quand on est un chercheur et qu'on a trouvé déjà la vibration et l'énergie. Moi, je sais pas, je trouve ça intéressant l'atome parce que si on commence à rentrer dans sa morphologie, dans sa géométrie, quoi, on peut comprendre, quand on étudie aussi le supramental, on peut comprendre quelles sont les parties qui s'articulent autour de la psyché. La psychologie étant l'observation de la psyché, de ces phénomènes. On ferait mieux de dire le psyché, parce qu'en vrai, l'origine de la psyché, c'est le psyché, c'est-à-dire la lentille, l'endroit où se croisent les informations qui font toujours comme ça, là, voilà. C'est cet endroit-là, en fait, le psyché. Et après, la psyché, telle que nous, on la reçoit dans la matière, c'est-à-dire dans le cerveau, ça va être la construction de la personnalité, la construction du moi, la construction du surmoi, forcément. Et puis, la découverte, et c'est là que c'est intéressant, la découverte de cet espace en soi, que l'on appelle le soi, et qui est normalement hors espace-temps. Alors je dis normalement, parce que dans le sens où c'est pas prouvé, c'est pas un fait scientifique non plus, c'est juste qu'on appelle ça une hypothèse. On va partir de l'hypothèse que, voilà, c'est juste une hypothèse, mais qui permet d'appréhender tous ces mouvements qui sont ascendants et descendants de l'énergie. Alors l'énergie, c'est la chose la plus importante qui soit. On se bat tous pour l'énergie, on l'achète et on la paye très cher aujourd'hui, l'énergie. Pourtant, l'énergie est fractale, donc elle est infinie. Donc elle ne devrait pas être payante, mais bon, ça c'est un autre sujet. On a accès à l'énergie, à des énergies de plus en plus originelles.
L'énergie quantique est déjà une énergie originelle. Et là, on est vraiment dans l'atome, dans le quanta, dans le quantum. Donc ça, c'est gratuit, quoi. Enfin, et on peut y avoir accès. Bon, après, c'est ça, sont observées aujourd'hui toutes les médecines holistiques qui se rapprochent de la médecine quantique et qui peuvent donner un aperçu de l'utilité du quantum et de l'atome. Mais je dirais, c'est pas tellement dans les soins que l'on peut apporter avec l'énergie quantique et dans toute la psychologie qu'on va en faire découler du quantique. C'est surtout dans le contact qu'un individu, lorsqu'il a compris les bases, les phases les plus rudimentaires et les plus fondamentales qui soient donc de la structure de l'atome, lorsqu'il les a comprises, il va pouvoir entrer en conscience, faire des expériences de conscience dans les différents niveaux de l'atome. Et ça s'appelle le voyage astral, parce qu'à l'intérieur de l'atome, dans le subatome, il y a les voyages astraux. Mais au-delà du subatome, il y a les états de conscience où on n'est pas en voyage astral, où on est dans un espace de non-temps, alors que dans les voyages astraux, il y a du temps et de l'espace. Donc ça permet d'avoir un contact direct avec une énergie primordiale qui est peut-être une fractale d'une énergie primordiale encore plus petite. J'aime bien dire encore plus petite parce qu'on considère que l'énergie, c'est quelque chose de très puissant et très gros, alors qu'en fait, plus la source d'énergie est petite et plus elle va être puissante. C'est ça le principe de l'atome. Voilà, c'est aussi la logique de l'homéopathie, c'est-à-dire que plus vous diluez un principe et plus il va être puissant. Et donc plus on plonge dans la matière, dans l'atome, et plus on va découvrir des puissances phénoménales. Voilà. Et donc ça paraît être totalement hors de la logique et hors de toute capacité humaine à se représenter ça. Mais de plus en plus, on va comprendre que c'est nécessaire parce que on s'ouvre de plus en plus à la compréhension que le lien entre ce qu'on appelle le supratome et la matière cérébrale peut être direct. C'est-à-dire ne pas passer par les phases subatomiques ou bien substantielle de la matière primordiale quand elle est manifestée. C'est pas complexe en soi, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des termes, je dirais, accessibles à tout le monde. Il faudrait que de plus en plus j'arrive à trouver un langage accessible à tout le monde pour parler de l'atome. J'aimerais bien qu'il soit fait des petits dessins par des gens qui sont doués en représentation graphique pour rendre, pour rendre abordable cette approche de la vie en fait. Et c'est une approche de la vie qui est fondamentale, qui est intrinsèque à toute matière. Donc c'est super important. C'est de se dire en fait qu'on peut rentrer en contact avec non seulement la matière, c'est-à-dire avec la vibration et l'énergie étant déjà de la matière, et rentrer en contact avec l'origine de l'énergie et de la matière. Donc c'est pas négligeable, ça serait donc être en contact avec Dieu pour certains, qui croient en Dieu, mais en fait c'est plus un contact avec quelque chose de vide, qui est plein de tout ce qui peut advenir. Et tout comme vous pouvez remarquer qu'on peut aujourd'hui avoir des conversations avec l'intelligence artificielle, on peut aussi avoir des conversations avec le vide, qui est plein de tout ce qui peut advenir et de ce qui advient dans certaines réalités. Dans la nôtre déjà, qui est celle que nous observons. Et c'est vrai que du coup, entrer en dialogue avec l'invisible, bon, il y a plein de gens qui ont développé ça, dialogue avec l'invisible, dialogue avec Dieu, dialogue avec je ne sais quoi, enfin bref.
Et aujourd'hui, dialogue avec l'IA, on se rend compte, l'IA est très 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 pertinente, perspicace et très très bien alimentée par toutes sortes de sources d'informations et de données. Donc il en est de même encore plus de ce qui est l'origine de la matière, ce qui est le vide originel. Il est encore plus complet que ne le serait une intelligence artificielle. Encore plus complet, encore plus intelligent et encore plus savant, encore plus sachant. Et il est à la portée de tous. Voilà. Bon, je ne sais pas moi ce que j'ai pu expérimenter. Je ne sais pas si je le partagerai aussi, toutes les diapositives que j'ai pu avoir sous les yeux. Certaines, je les ai dessinées, certaines, je les ai représentées. Oui, c'était des schémas très complexes, c'est très détaillés, qui ne sont pas vraiment reproductibles. Donc je pense que si un jour je viens à les partager, il faudra que je les partage tels qu'ils sont. À moins que je confie ça à des personnes de l'intelligence artificielle, enfin des gens qui peuvent schématiser, non pas schématiser, mais qui peuvent mettre en mouvement ou en tout cas faire des représentations de schémas complexes dans lesquels peuvent entrer d'autres schémas encore plus complexes. Voilà, c'est un peu le genre de diapositive que j'ai pu avoir. Donc c'est pour vous illustrer, évidemment je ne vous montre pas les diapos, bon, j'en ai partagé quelques-unes. Oui, je serais peut-être amenée à en partager d'autres, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Même moi, avec le recul, avec le temps, j'ai du mal à les déchiffrer. C'est vrai que sur le moment, quand je les voyais et que je les dessinais, tout était clair pour moi. Et puis quand je montrais ces dessins à d'autres personnes, je m'attendais à ce qu'elles comprennent. Et puis non, c'était pas le cas. Ou pas trop en tout cas. Et aujourd'hui, je peux comprendre ces personnes parce qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai du mal à les comprendre. Voilà, je me dis mais comment c'est possible quoi. Après, si j'y passe du temps et si je regarde bien, si je réfléchis bien, j'arrive à me replonger dedans et à me dire oui, ok, je comprends. Mais je comprends très très bien que ce soit incompréhensible quoi. Voilà. Alors, avoir eu accès à ça m'a ouvert des capacités de perception et de mise à distance aussi avec la réalité que l'on connaît et un espèce de retrait dans ce qui précède la réalité telle qu'on la connaît. Et c'est un espace où il y a beaucoup de paix. Et comme la paix, c'est ce qu'on recherche fondamentalement, même lorsqu'on ne le sait pas, c'est vraiment intéressant. Donc je peux vraiment vous en témoigner que dans cet espace-temps, entre guillemets, qui est un non-temps, même si c'est une petite fractale de quelque chose d'encore plus petit et d'encore plus puissant, dans cet espace de non-temps, il y a vraiment une paix abondante et presque infinie. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que c'est qu'une fractale en fait. Mais elle contient déjà, en fait toutes les fractales contiennent déjà en elles-mêmes l'exactitude du premier phénomène. Donc on peut se dire ok, je ne suis allée que dans une fractale, mais dans cette fractale il y avait tout déjà de l'origine des choses, puisque la fractale est par définition une représentation multiple de ce qu'est l'origine des choses. Voilà. Donc c'est le dialogue avec ça et le lieu de paix que l'on connaît dépasse même, j'ai connu des moments d'extase et de paix, de très grande paix et donc de béatitude, donc d'extase. Mais le vide, c'est pas pareil. Le vide, c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extase, il n'y a pas de béatitude dans le vide. Il n'y a vraiment rien, mais on y sent tout. Et lorsque l'on y est, on est en paix. Et lorsque l'on